Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revenu de marché, on parlera dans un premier temps des annonces économiques qui sont tombées, que ça soit le taux de chômage, le NFP, on a les PMI également. Alors, on a eu pas mal d'informations qu'on va traiter ça aujourd'hui. Ensuite, on va faire ici une revue du BTC. J'ai pris un petit trade que je vous ai partagé dans le Discord avec des explications plus détaillées que je vais faire dans cette vidéo, mais on en parlera quand même également. On parlera bien sûr d'Ether, et ensuite j'ai 3 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser comme d'habitude. J'ai noté ici Jup, Ondo et AVE. On verra tout simplement si on a des setups ou pas qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. Alors, on a eu ici des annonces économiques qui sont tombées, 14h30 pour la majorité, 15h45 pour les PMI. Les deux grosses annonces, alors il y en a eu énormément, hein, mais les deux grosses qu'il faut surveiller, ça va être tout ce qui est création d'emplois et taux de chômage. Taux de chômage au-dessus de ce qui était prévu. Donc ça c'est plutôt pas mal. La Fed ne peut plus ignorer comme quoi le chômage actuellement évolue, et on arrive dans un stade où on est carrément au-dessus des attentes. Ça nous montre que on a une économie qui devient faible de ce côté-là. Et je vous rappelle, hein, toutes les annonces, toutes les données qui vont nous montrer que l'économie est faible, c'est rassurant parce que ça va engendrer ici une potentielle baisse des taux qui va arriver plus rapidement que de prévu. Peut-être pas pour la prochaine qui est censée arriver ici en janvier, d'accord? Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, c'est l'évolution ici des probabilités d'avoir une baisse des taux. On peut aller ici dans Historical, hop, et voir comment on évolue. Alors c'est actualisé chaque jour, d'accord? Donc on verra demain ou dans la journée, si c'est actualisé dans la journée, suite aux annonces qui sont tombées, quelles sont les probabilités ici et le pourcentage qui va baisser, parce que ce qui fait bouger le marché, c'est pas spécialement de repasser au-dessus de la parité des 50-50. Non, si ici on passe de 73 à, je sais pas moi, 60, et du coup ici on passe à 40, c'est-à-dire que le marché price un peu plus d'avoir une baisse des taux pour le 28 janvier, ça va être quelque chose qui sera bien apprécié, bien entendu, par le marché. Donc pour ça, il faut avoir, comme je l'ai dit, des données qui sont rassurantes. Et pour moi, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, on a des données plutôt bullish pour les marchés, avec un taux de chômage au-dessus des attentes. On a eu également les créations d'emplois, légèrement au-dessus des attentes, mais pour moi ici, le poids du taux de chômage est beaucoup plus important. On a également le NFP du mois d'octobre qui ici sera peut-être révisé, il faut voir comment ça se passe, parce que ça me paraît assez surprenant d'avoir ici moins 105 000, mais c'est possible, c'est possible. Maintenant, je me base surtout sur le mois de novembre de mon côté. Pour moi, c'est plus fiable parce que c'est les données les plus récentes. Et ensuite, on a eu les PMI, services et manufacturiers. Donc, qu'est-ce qu'est les PMI? Les PMI, c'est tout simplement un indicateur composite de l'activité, donc que ça soit manufacturière ou des services, ici des États-Unis. Composite, c'est-à-dire que c'est une fois par mois, en gros, on envoie des enquêtes à des directeurs d'achat afin de voir comment se porte le secteur. Donc un directeur d'achat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui est chargé d'approvisionner une entreprise, que ça soit en biens, donc c'est des commandes de matières premières. Et ça permet de voir comment va se comporter l'économie à l'avenir. On dit que si on est supérieur à 0, on a un secteur en expansion, avec l'augmentation de nouvelles commandes, de la production, du recrutement. Et si on est inférieur à 50, on a ici un secteur en contraction. Par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est, oui, alors là on peut dire, oui, mais du coup, Nico, on est au-dessus des 50, c'est pas terrible pour le marché, parce qu'on veut une économie qui est un peu catastrophique, on va dire, pour baisser rapidement les taux. Ok, je suis d'accord, sauf que là, ce qui était prévu, c'était 54 et 52, donc on est en dessous des attentes, donc ça nous montre encore comme quoi, c'est mieux, en tout cas plus bullish pour les marchés de ce qui était prévu. Donc au vu des annonces qui sont tombées, pour moi, c'est plutôt bullish. Maintenant, on n'a pas non plus un marché qui réagit très bien, que ce soit BTC, Ether et le SP500. On va aller voir tout ça après, mais au vu de ce qui est tombé, il va falloir surveiller comment va évoluer ici ce graphique. Est-ce que on va avoir tout simplement une baisse des taux qui va être plus accentuée? On n'arrivera jamais à avoir ici 100% de probabilité d'avoir une baisse des taux, mais en tout cas, on peut peut-être revenir à 70-30. Bon, on verra comment ça évolue de ce côté-là. Donc voilà sur ici les annonces. Après, le plus important, ça va être pour moi qui a une importance bien plus importante que ceux qu'on a vu ici, ça va être le CPI. Ça c'est jeudi ici à 14h30, CPI inflation. Il va falloir surveiller parce que c'est pour moi le PCE et le CPI qui impactent beaucoup plus ici
les décisions de la Fed, bien que le taux de chômage et le NFP, faut pas non plus le négliger. Alors, on en est où ici sur le Bitcoin? On est revenu chercher ici cette extrémité basse, comme on l'avait vu ces derniers temps, on avait ici un momentum plutôt baissier, on a toujours d'ailleurs un momentum baissier, avec ici des moyennes mobiles orientées à la baisse, on le voit bien, on est sous le 4 heures, sous le 1 heure, sous le 15 minutes, on est venu poser un bottom pile poil sur le point pivot weekly, je vous rappelle, ce taf qu'on fait chaque début de semaine, c'est pas pour rien, c'est pour déterminer des niveaux où potentiellement le marché pourrait s'arrêter. Alors, on est revenu chercher ces précédentes zones de demande, des niveaux qui ne sont, c'est pas surprenant de s'arrêter ici, parce que déjà d'un point de vue price action, c'est un niveau où on a eu une réaction acheteuse à ce niveau-là, une autre à ce niveau-là, si je me mets sur du plus court terme, on les voit bien, et là on repose actuellement un petit bottom court terme, alors à voir si ça va provoquer un retracement pour revisiter l'extrémité haute. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une pression moyen terme baissière, vu qu'on est ici resté par une dynamique baissière, mais voilà, on peut faire une petite pause, c'est ce qu'on fait actuellement, le marché respire et retrace. Je vous rappelle, une dynamique baissière, c'est pas on dump à l'infini, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc quelqu'un qui cherche à faire de la continuation de tendance et à shorter le marché, voici un niveau intéressant pour short, voici un niveau intéressant pour short. On prend le tunnel 15 minutes, ok, et les pullbacks à l'intérieur de ce tunnel, c'est tout simplement une bonne zone de localisation pour chercher des shorts. Donc voilà de ce côté-là. Maintenant, pas de bottom qui est posé sur le BTC, en tout cas pas de bottom moyen terme qui me dit ça y est, on repart direction les 92 000 $. Ça serait bien de potentiellement retester ce creux-là et former une plus grosse structure. Mais en tout cas, on est plutôt dans une zone où on va chercher des longues. On est au niveau de la value area low. Ici, on essaye de la réintégrer. Si on la réintègre et on tient, on pourrait se rediriger ici vers le poke, le point of control. C'est là où on a tout simplement le plus de volume échangé. Maintenant, on arrive également dans un range qui commence à être mature. Pourquoi? On voit que le 4 heures, il est en train de rentrer à l'intérieur du range, ce qui nous montre que il a fait office de résistance, ce qui veut dire que si on commence à retourner chercher l'extrémité haute, on sera pas loin de casser le tunnel 4 heures, ce qui nous montre comme quoi, comme je l'ai dit, on rentre dans un range qui est plutôt mature. On va arriver bientôt, ça va être les fêtes, En général, pendant les fêtes, moins de volume, on a des marchés qui sont fermés, moins d'intervenants devant les écrans. Donc ça, c'est quelque chose également à prendre en compte. Attention, quand on a comme ça moins de volume, il peut y avoir beaucoup plus de fausses cassures avec des prises de liquidité, réintégration. Les cassures sont moins présentes. Pourquoi? Parce qu'on a moins de volume, moins d'intervenants, moins de liquidité. Donc tout ça, ça crée pas mal de fausses cassures de manière générale. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, mon avis sur le BTC reste le même. On reste dans une tendance baissière tant qu'on n'arrive pas à poser un bottom weekly avec une structure en W, ce qui pourrait être le cas si on commence à réaliser ce type de structure, une pattern ici en W. Pour le moment, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas. Un signal qui serait plutôt pas mal, ça serait un tunnel 1 heure qui recrosse le 4 heures à la hausse. Moi, c'est un bon point de repère sur du long terme. J'aime bien surveiller l'évolution de ces moyennes mobiles là entre le tunnel orange et le tunnel rouge. Pour ceux qui n'ont pas ajouté ces indicateurs, vous avez ici juste à mettre Multime Frame Vegas. Vous pouvez avoir les points pivots avec, c'est à vous de voir. Et voilà, vous ajoutez l'indicateur, il apparaît directement, comme sur vos yeux ici, comme la charte que j'ai ici. Et ouais, un bon point de repère, c'est mon tunnel 1 heure avec le tunnel 4 heures. Tant que j'ai un tunnel 1 heure sous le 4 heures, ça me montre globalement qu'on a un momentum baissier. Et quand j'ai un 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, vous voyez comme cela, hop, là je peux avoir une bonne dynamique haussière avec un bon flux. Alors bien sûr, au bout d'un moment la tendance s'arrête, mais vous voyez, ça permet quand même de trader une bonne partie du mouvement ici, plus 30%. Vous voyez comme ça, hop, le 1 heure au-dessus du 4 heures, c'est plutôt pas mal. On commence à repasser sous le 4 heures, des moyennes mobiles plutôt plates, perdre du momentum, là on passe d'une tendance à un range, et moi de mon côté, je suis un peu plus prudent d'un point de vue trading de mon côté. Alors j'ai pris une position aujourd'hui, je continue un peu à scalper en ce moment parce que je suis moins fan, comme je l'ai dit, des mouvements. Or mon but, il était assez simple de mon côté. On a eu ici toute cette phase de latéralisation, une grosse zone de range, on a cassé par le haut, on a reformé ici un nouveau range, hop, à ce niveau-là. Vous voyez, et comme je vous l'ai dit, moi quand je trade, j'aime bien trader le momentum, quand j'ai une accélération, quand j'ai un flux, ok, quelque chose qui se passe, j'aime pas les marchés plats comme ça, et j'aime bien trader ce genre de zones où c'est des zones de déséquilibre. Et une zone d'équilibre, ça va être à l'intérieur de notre value area, 70% des volumes échangés, ok, et les zones de déséquilibre, ça va être lorsqu'on passe d'une value area high à
une hausse en cours, hein. C'est-à-dire que là, si je me mets en mode replay, on ne sait pas ce qui se passe, donc on a ici une potentielle correction jusqu'à revenir chercher des précédentes zones de consolidation, ou alors quand on break ici une value area low par le bas pour aller chercher une précédente zone où il y a eu un marché qui était plutôt équilibré. Marché déséquilibré ici marché équilibré, ici marché équilibré. Donc voilà comme ça comment moi je détermine des zones où je sais que on peut avoir une accélération plus importante, et mon but c'est tout simplement, lorsque j'ai une sortie de mon marché équilibré qui passe en déséquilibré, mon but c'est de trouver un potentiel setup, donc ici de short, hein, parce que j'ai une perte de ma value area low, pour tout simplement aller chercher beaucoup plus bas. Donc j'ai pris un trade vraiment sur du court terme ici, hein. Je reviens pour vous montrer là, je sais même pas, en 10 secondes, en 1 seconde, ouais. C'est du c'est du scalping très court terme, le trade il dure 3 minutes. J'ai attendu que les annonces économiques tombent, 14h30. Est-ce qu'il veut s'afficher? Il était par là, hop là, 14h30. S'il veut, il était là, 15h plutôt. J'ai attendu que l'annonce économique tombe, ça a créé pas mal de volatilité. Et j'ai eu ici, je vais me mettre sur du plus court terme, à ce niveau-là, une perte de ma value area low avec une accélération à la baisse. Et j'ai pris un trade à 15h, fermeture partielle 15h01, fermeture totale 15h04. Donc voilà, le but c'est vraiment sur du très court terme de choper un mouvement. Alors je suis rentré plus dans les détails sur le Discord de pourquoi j'ai pris ce trade là, mais pour faire très simple, j'ai pas eu la meilleure exécution. Mon but c'était vraiment de jouer le momentum baissier ici dans cette zone de déséquilibre, et ici j'ai une confirmation avec sur le footprint des vendeurs qui se manifestent et des acheteurs également qui ont poussé mais qui sont fait absorber tout simplement. Donc voilà. Et après mon but c'est pas non plus de garder ce trade beaucoup de temps, surtout que j'étais pas en pleine session du marché US, hein. New York n'avait pas ouvert, ça ouvre à 15h30. Donc voilà, j'ai préféré ici être méfiant de mon côté parce qu'on peut avoir pas mal de volatilité juste avant avec certains pièges. Donc j'ai coupé assez rapidement et j'ai bien fait. On a un marché qui a bien rebondi. Et vous voyez qu'on retourne chercher à l'intérieur de ma value area ici. Moi ça m'intéresse pas. Alors que là j'ai un marché qui est équilibré. J'ai surveillé à ce niveau-là pour prendre un potentiel long si on passait au-dessus de ce niveau-là avec une accélération, pour revisiter des niveaux plus hauts. Ici, j'ai cette value area low, bonne zone, 88 700 $, puis après j'ai les 89 300 $ également, c'est globalement notre poke. Donc là, j'aurai à ce niveau-là globalement une zone de déséquilibre où je peux chercher des longues, où on peut s'attendre à une accélération. Mais voilà, on a ici une bataille entre acheteurs vendeurs, donc j'ai pas forcé moi de mon côté. Donc voilà, pour vous expliquer, on va dire de manière simple, j'essaie de le faire un maximum, pourquoi j'ai pris ce trade là. Voilà de mon côté sur BTC. Au niveau d'Ether, on glisse doucement pour revisiter les 2800 $. Donc c'est un rejet, hein, faut pas trop se précipiter, on reste dans une tendance baissière qui a été rapidement identifiée quand on a perdu ce creux là, et ben on continue à faire ici des creux des sommets de plus en plus bas. On voit bien avec ici une impulsion baissière, une deuxième, une troisième. En général, on commence à avoir un affaiblissement à partir de 3 impulsions. Là, on voit, on en a ici une, ici 2 et ici 3. On pose un top. C'est pas pour ça qu'on va poser un bottom après 3 impulsions, mais en général, si je commence à mettre par exemple un indicateur de momentum comme le MACD, voilà, on pousse ici à la divergence haussière. On voit sur le prix, on fait un creux plus bas que le précédent. Sur le MACD, un creux plus haut que le précédent. Cette divergence haussière sera validée si on casse ce niveau-là, d'accord? Structure en W sur le MACD. Attention, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on a une perte du momentum au niveau des vendeurs, mais c'est pas parce que on a une divergence haussière validée que le marché va se retourner à 100%. Absolument pas. Une divergence haussière, ça nous indique un affaiblissement des vendeurs, ce qui nous indique un changement de structure et du coup une réaction acheteuse. C'est vraiment une pattern de retournement. Ce qu'il faut attendre après une divergence haussière, c'est une réaction acheteuse, type ravalement haussier, type mèche basse, pattern en W, mais une divergence haussière ne suffit pas à prendre une décision de trading. Alors moi j'utilise le MACD, certains vont utiliser ici le RSI, voilà, c'est propre à chacun. Sur le RSI on n'a pas de divergence haussière, ou alors une petite sur du 1 heure là. Ouais, on diverge sur du 1 heure légèrement, c'est propre à chacun. Moi j'ai pris l'habitude d'utiliser le MACD, et j'utilise de moins en moins parce que à l'œil nu je vois qu'il y a une divergence haussière. À force de trader, on voit certaines
pattern qui se répète sur le marché, et là j'avais vu qu'il y avait une divergence haussière, ça se voit qu'on a un affaiblissement. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse. Pour le moment, on est également sous les moyennes mobiles, hop, sous le 15 minutes, sous le 1 heure, sous le 4 heures. On a également parfaitement posé un bottom au niveau du point pivot weekly. Vous voyez, on rejette sur le point pivot principal. On va chercher ici le support 1 de 1900 $, et pour le moment, on semble poser un bottom. Alors le bottom sera vraiment confirmé si on break le haut de ce range, et idéalement le tunnel 15 minutes. On pourra dans ce cas-là revenir chercher ici le tunnel 1 heure. Donc ouais, pour le moment, phase de latéralisation, à voir la résolution si elle se fait par le haut ou par le bas. Dans tous les cas, on est dans une zone où, d'un point de vue swing, moi personnellement, je préférais revenir chercher beaucoup plus bas pour prendre des longues. On n'est pas dans la meilleure zone. Et pareil, si hop, je mets un volume profile, je vais mettre plutôt en daily. On va prendre un peu ce range là, hop. Vous voyez, la value area low est beaucoup plus basse. Donc idéalement, avoir hop, quelque chose comme ça peut être intéressant. C'est bien d'avoir des patterns, mais le plus important, c'est de localiser vos entrées. Savoir où est-ce que vous entrez. Vous voyez, personnellement, si je fais du swing, ou si je cherche des longs ou des shorts, peu importe. J'aime bien me positionner sur des niveaux que j'ai identifiés, des niveaux pertinents, ce type de niveau. D'accord. Ou alors après, je zoome. Si je veux prendre des trades à l'intérieur de cette zone, faut que j'aille en 1 heure, faut que j'aille en 15 minutes. Mais là, en 4 heures daily, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et le plus important, vous pouvez avoir un signal, il n'y a pas de souci, mais où est-ce que ce signal a lieu? Et c'est le plus important, cartographiez votre charte. Avant de chercher une pattern, avant de chercher un signal, vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt sur une zone où on va chercher des shorts, ou est-ce que vous êtes plutôt sur une zone où on va chercher des longues? Et ça, c'est quelque chose de très important. BTC, Ether, c'est fait. Au niveau du marché US. Alors, marché US, pareil, ouverture, plutôt annonce économique 14h30. À ce niveau-là, on voit qu'on a eu ici une grosse poussée, prise de liquidité, réaction vendeuse, ouverture 15h30, également plutôt bearish. Donc le marché ne réagit pas très bien aux annonces qui sont sorties. Donc ça nous montre que même avec, pour moi, des annonces qui peuvent pousser le marché à la hausse, on a toujours ici une pression vendeuse. Donc faut être prudent sur le marché US. On l'avait vu ensemble que ce niveau des 6008, il est à surveiller. Alors pour le moment, on n'est pas passé en dessous, d'accord, mais si on commence à s'installer sous les 6800 $, pour moi, on aurait une réintégration assez importante quand même, et on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc c'est quelque chose que je surveille, qu'on avait vu ensemble. Pour le moment, rien d'alarmant. Ok, on est dans un gros range sur le marché US, mais c'est assez surprenant d'avoir une réaction vendeuse à ce niveau-là, alors que selon moi, alors c'est pas les annonces les plus bullish où je vous dis oui, ça y est, to the moon ça part, mais je m'attendais en tout cas à une réaction un peu plus acheteuse. Et c'est là où on peut avoir une bonne analyse. Tant qu'on prend pas de trade, c'est pas important. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Analyser et trader, d'accord? C'est deux choses totalement différentes. Je peux avoir par exemple un biais bullish, ok? Mais si je ne prends pas de trade, je peux avoir tort, pardon, mais c'est pas pour ça que je vais perdre de l'argent. C'est la différence entre avoir raison, perdre de l'argent, avoir tort, perdre de l'argent. Comme je peux bien sûr me dire, tiens, ici, j'ai un biais bullish, mais si je rentre à ce niveau-là et je prends un stop loss là, j'ai raison, mais j'ai perdu de l'argent. Deux choses qui sont totalement différentes, parce que il y a l'analyse et après il y a la confirmation. Je peux avoir une analyse, un biais, ce que je vais appeler ici un biais. Est-ce que j'ai un biais plutôt bullish ou bearish, qui va bien sûr dépendre des unités de temps. Je peux avoir un biais bearish en scalping comme tout à l'heure, et après sur l'intraday du swing, avoir un biais bullish. C'est tout à fait possible. Et par contre, ne pas avoir d'exécution parce que j'ai pas tout simplement de setup qui s'exécute. Alors, au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser, je les note, je sors mes notes, j'ai JUP. JUP, on en est où? La charte, elle est totalement moche, ça continue de chuter, on n'est pas loin, si on est encore un peu loin, à moins 50% de revenir chercher le plus bas de la mèche du 10 octobre. C'est très important de ne pas rester bloqué sur des altcoins. Une altcoin, ça va être une crypto, vous allez bien sûr pouvoir posséder dans votre portefeuille, mais pas pendant 3-4 ans. Surtout comme ça avec une altcoin qui peut avoir pas mal de jetons à débloquer de mémoire. Ici je vais sur JUP, on va regarder tout ça ensemble. Hop, de mémoire on a pas mal de jetons à débloquer. Alors, on a eu ici notre distribution de jetons. Est-ce que tout est débloqué sur JUP?
j'ai pas ma charte ici, ça me perturbe, d'habitude je l'ai, je vais regarder rapidement sur CoinMarketCap. Est-ce que j'ai tous mes jetons qui sont débloqués? Parce que ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Et en général, avec les projets jeunes, et Jup ici, c'est un projet qui est clairement jeune, on le voit, hein, qui est sorti il y a à peu près 1 an, 2 ans à peu près. Dans ce genre de situation, on peut avoir des jetons à débloquer, et ça veut bien, on a un peu tout qui a l'air de bugger. J'ai pas l'historique, et j'ai pas 100% locked, 100% locked. Ok, j'ai peut-être tout qui est débloqué. Je vais essayer. Ok, super. Ça va être compliqué alors. Sinon, on va aller chercher ça sur CoinGecko. Alors non, je n'ai pas du tout qui est débloqué. Token unlock. Est-ce que j'ai une charte ici? Voilà, parfait. Alors, on va pas mettre sur All, on va un peu zoomer. Et vous voyez que au fur et à mesure du temps, on a des paliers, hein, d'accord, on a des déblocages qui se font progressivement. Et le fait d'avoir ces déblocages de jetons, c'est des acteurs, hein, qui ont pu bénéficier d'un prix assez bas. On le voit ici, hein, comment est réalisée la répartition. Déjà, une bonne question à se poser, c'est est-ce que la répartition elle est équitable ou pas? Qu'on a déjà l'équipe qui prend 20%, voilà. Plus le public va prendre, plus ça sera une répartition équitable. Regardez un projet comme Hyperliquid, renseignez-vous sur la tokenomics de Hyperliquid, bah c'est une répartition qui est beaucoup plus fair, d'accord, beaucoup plus équitable. Et à chaque fois qu'on a des blocages comme ça, et ben c'est tout simplement, voilà, la team ici, vous voyez l'évolution de la team, hop, déblocage, déblocage, déblocage. Et ça, la team va tout simplement pouvoir vendre, ok, et récupérer du cash, récupérer comme tout investisseur, hein, c'est-à-dire que vous étiez un investisseur privé, vos tokens sont bloqués, vous les vendez pour récupérer le risque que vous avez pris en investissant dans ce projet lorsque le projet n'existait pas. Mais en tout cas, pour nous, hein, je suis pas positionné sur Jup, mais je m'inclus dedans, et ben ça crée une pression vendeuse. C'est ça le problème des tokens comme ça, plutôt jeunes. Donc une dynamique qui est baissière, des sommets et des creux de plus en plus bas, là-dessus, il n'y a rien à faire. Pour moi, il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'a pas une structure en W, une réintégration d'un niveau de résistance, bah pour moi il n'y a rien à faire, il vaut mieux patienter. Parce que là, on est vraiment, comme je l'ai dit, dans un contexte où on peut continuer à baisser. Et c'est pas parce qu'on a pris un moins 90% qu'on ne peut pas reprendre à nouveau un moins 50, moins 70, moins 90%. Jup c'était intéressant à un moment, mais quand on perd des niveaux, et ça c'est un niveau qu'on a perdu, qui nous a montré que, très bien, on passe d'un range à une tendance baissière. Est-ce que c'est intéressant de hold une tendance baissière? Non. La preuve, parce qu'on continue à baisser. Ensuite j'ai Ondo. Ondo, pareil, ça chute plutôt bien. On a perdu ce niveau-là, c'est assez moche. Ondo qui, pareil, un peu comme Jup, il me semble, on a des jetons à débloquer. Je suis pas trop, hein, il y a des projets, je pourrais plus vous dire oui, c'est le cas, mais je préfère quand même vérifier, parce que je ne suis pas non plus Ondo en permanence. Alors, hop, voilà, c'est ce que je cherchais juste avant sur Jup. Vous voyez, ici, la charte des déblocages par palier, ça a l'air d'être mensuel ça. Ouais, ça a l'air d'être mensuel. À peu près tous les 18 de chaque mois, il me semble. On a ici des déblocages. Et donc pareil, c'est des investisseurs privés, ici, qu'on voit, qui ont pu bénéficier d'un prix assez bas. On le voit ici, hein. Hop, les prix à où ont été achetés les jetons. Et là, on a juste à comparer. Vous voyez, sur Ondo, on est à 0,41. Très bien. On a quoi? 0,02, 0,01. Ok. Donc, si on va chercher du 0,02, 0,01, on voit que, d'un point de vue rentabilité, allez, on se prend à peu près par là, on est sur une très bonne rentabilité. Même après une baisse aussi importante. Donc, mettez-vous à leur place de ces intervenants. Est-ce que vous, après une telle performance, vous vendez ou pas? Ah, oui. Je dis pas tout, mais au moins vous récupérez une partie. Donc c'est pour ça, attention à la pression vendeuse qu'on peut avoir. C'est pas trop grave quand on est en bull market. Parce qu'en bull market, il y a une forte demande, et les personnes qui ont investi comme ça ne vont pas spécialement vendre parce que ça peut aller plus haut, parce qu'il y a un engouement, etc. Mais quand on est dans ce genre de situation où c'est un peu incertain, ok, on peut fortement corriger. Et c'est pour ça, ça crée également une pression vendeuse. Et on est ici sur un moins 80%. Surtout qu'on perd des niveaux techniques comme ça, là c'est pas terrible. Si vous cherchez à vous positionner, il faudrait attendre au moins d'avoir une réintégration de ce niveau-là, ou alors plus bas, une structure en W.
Et pareil, c'est des cryptos intéressantes pour surperformer le BTC sur une période. Par exemple, ici, Ondo, bien sûr qu'il a surperformé le BTC sur quelques semaines. Par contre, c'est pas une crypto à hold pendant 3-4 ans. Pas du tout. Derrière crypto, AAVE. Crypto qui reste résiliente. On voit même quand on a des altcoins qui chutent, AAVE se relève plutôt bien, 36%. Pour moi, ça reste une crypto qui, avec un projet rentable, une vraie communauté, une infrastructure, une bonne équipe. Okay, je mettrai pas 30% de mon capital sur AAVE, d'accord, ça vaut pas un BTC, ça vaut pas, j'ai une préférence pour Hyperliquid également, mais AAVE, c'est vrai que c'est solide depuis un long moment, et on voit pour moi la grosse zone là à défendre, c'est ce niveau-là. Tant qu'on se maintient au-dessus des 115, c'est plutôt pas mal. On avait ici une phase de latéralisation, on a cassé par le haut, et là qu'est-ce qu'on fait? On reforme avec un peu plus d'amplitude, c'est normal, plus de volatilité, mais un nouveau range. Pour le moment, on reste dans une tendance baissière, dans une tendance haussière, même si on est dans un range pressé par cette zone d'accumulation. Pour moi, c'est une charte qui est clairement intéressante. Maintenant, c'est pas pour ça, faut se positionner n'importe où, d'accord? On se positionne sur des niveaux de repli, alors que là déjà, hop, si je prends un Fibo, on voit que on est dans nos zones de rechargement, donc déjà, c'est une entrée beaucoup plus professionnelle que la personne qui est rentrée sur, hop, une extrémité haute comme ici. Maintenant, c'est pas parce que vous rentrez là que ça peut pas aller là. Et c'est pour ça que vous devez avoir un plan, ok. Si on va là, qu'est-ce que vous faites? Si on réintègre ici, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, il y a des scénarios plus probables que d'autres. Ce creux-là, c'est très peu probable qu'on le casse. Maintenant, je peux pas dire, c'est sûr à 100% que il sera toujours défendu. Il y a peut-être 5% de chance, mais si ce 5% de chance arrive, le but c'est pas que vous cramez l'entièreté de votre capital. Toujours avoir un scénario en fonction de ce qui se passe. Et dans ce genre de dynamique de marché, dans ce genre de contexte, si on a un rebond sur AVE qui passe de ici 170 à 350, sécurisé, hein, et au moins un TP1. On n'est pas ici sur oui, je suis en bull market, j'attends un x15, d'accord? On voit que le contexte a changé, c'est terminé les grosses phases où on a des altcoins qui font des x20, x30. Non, déjà, quand on a un AVE ici, je prends le milieu de range, hein. Je vais pas chercher l'extrémité basse, c'est sûr si je fais ça, je vous dis vous aurez pu faire un x7, x8 même. Non, on va prendre une zone réaliste où vous aurez pu rentrer en position, avec une zone réaliste où vous aurez pu TP, voilà, il y a le temps ici de TP, voilà, c'est sur un x4. Ça sert à rien de chercher du x30, x40, surtout sur des altcoins avec une capitalisation aussi importante. Voilà, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.